Chers étudiants, chères étudiantes. Donc j'ai le plaisir de continuer sur le cours de master Pénomère, semestre 2, M1, donc sur le module intitulé Propriétés fondamentales des semi-conducteurs. Donc en semestre 1, on n'a pas eu le temps de la terminer la dernière fois, c'est la dernière vidéo. Donc ici, je vais reprendre sur les derniers slides sur lesquels on s'est arrêté. Donc dans ce chapitre-là, nous allons nous intéresser pour définir, donc un petit peu terminer ce que nous avons commencé sur les impuretés, comment traiter les impuretés, les excitants, les complexes excitoniques, et terminer par l'effet d'un champ magnétique sur ces états d'impureté dans les semi-conducteurs. Donc, je vous rappelle le type de dopage que nous allons rencontrer. Donc, semi-conducteur intentionnellement dopé, c'est-à-dire c'est l'expérimentateur qui a l'intention d'introduire des impuretés pour avoir des semi-conducteurs de type N ou bien de type P. Type N, c'est le semi-conducteur dopé avec des impuretés d'honneur. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du silicium, semi-conducteur covalent, et on remplace quelques atomes du silicium par des atomes de phosphore, on cite substitutionnel, donc on substitue, c'est-à-dire qu'on va remplacer directement l'atome de silicium par l'atome du phosphore, qui a 5 éléments, donc il va donner un électron célibataire, donc il y a une mise en commun de 4 électrons, le 5e va être donné au réseau, c'est ce qu'on appelle électron lié au donneur, donc il peut être donné au réseau et participer à la conduction. Donc il va apparaître dans le gap une énergie, un état lié, donc du donneur, qui est juste en dessous de la bande de conduction, d'accord, et une énergie d'ionisation pour que l'électron puisse être libéré, qui est égale à EC moins ED. Donc voici par exemple, pour rappel, les semi-conducteurs qui nous intéressent dans ce cours. Les covalents, c'est le silicium, donc la colonne 4, silicium-germanium, essentiellement le silicium, pour le photovoltaïque. Donc le silicium, il a un gap qui est intéressant de 1,12 électron-volts pour la conversion photovoltaïque, et également les semi-conducteurs binaires. Donc par exemple ici, la colonne 3,5, GAS, l'arsenure du gallium, pour le photovoltaïque avec un très grand rendement, donc essentiellement en CPV, le photovoltaïque à concentration et les applications spatiales. Donc si je remplace ici l'atome du silicium, ici, par un élément de la colonne 5, phosphore, l'arsenic ou l'antimoine, d'accord, on va avoir des états dans le gap. Donc il y a un électron qui va être donné au réseau qu'on appelle électron donneur ou bien électron lié au donneur. Donc normalement, expérimentalement, on peut mesurer l'énergie d'ionisation de cette impureté et normalement, on va trouver des énergies qui sont différentes pour chaque type d'impureté. Si on remplace le phosphore, c'est pas la même chose que l'arsenic, c'est pas la même chose que l'antimoine. Malgré que ces éléments-là, ils appartiennent tous à la colonne 5. Donc voici les semi-conducteurs 3,5, d'accord, GAS, ALAS, GAP, INAS, INP, etc. Et les semi-conducteurs binaires aussi de la colonne 2,6. Donc la colonne 2, 6, donc vous avez ici, ici par exemple ZN, ZNS, ZNSE, CDTE, donc il est très utilisé également des composés avec le mercure. Donc ici, on va vers le semi-conducteur à faible gap. Donc voici le semi-conducteur. Je vous rappelle la théorie hydrogénoïde de la masse effective que nous avons commencé la dernière fois. L'équation de Schrödinger que nous allons essayer d'établir d'une manière plus rigoureuse, mais nous avons déjà fait un raisonnement intuitif et nous avons montré que les électrons liés au donneur, donc si je mets par exemple ici un élément de la colonne 5, l'arsenic, d'accord, cet arsenic, en site substitutionnel, il va donner un électron, et c'est comme l'atome d'hydrogène. Donc, il va apparaître des énergies dans le gap qui sont données par En moins le Rydberg effectif sur N carré et un rayon de bord effectif. Donc, il y a un Rydberg effectif, un rayon de bord effectif qui sont similaires à ceux de l'atome d'hydrogène. C'est le même modèle que l'atome d'hydrogène, sauf qu'il faut remplacer la masse d'électrons par une masse effective, et nous avons vu que la masse effective, elle est très compliquée, il tient compte des structures de bande du semi-conducteur. Et la constante diélectrique
par la constante électrique du semi-conducteur. Par exemple, pour le silicium, nous avons une masse effective isotrope dans le modèle isotrope qui est donné par 0,29 M0 et une constante électrique de 11,4. Donc on obtient une énergie de l'état fondamental de l'impureté qui est de 31 milliélectronvolts et un rayon de bord effectif de 1,20 angstrom. Donc c'est ce qu'on appelle l'impureté peu profonde, énergie très faible, énergie d'ionisation très faible et un rayon de bord très grand, devant le rayon de bord de 0,5 angstrom. Donc on parle d'impureté étendue ou bien peu profonde. Donc voici les différentes situations qu'on peut rencontrer. Donc ici vous avez impureté peu profonde, proche de la bande de conduction. S'il est au milieu, on parle d'une impureté d'honneur profonde. Les traitements mécaniques quantiques sont très compliqués. Et également les impuretés accepteurs. Donc, la validation de ce formalisme ici, que nous avons présenté ici d'une manière intuitive, d'accord? Donc, l'électron qui tourne dans le semi-conducteur, il va voir un environnement qui est différent de celui du vide. Et pour tenir compte de l'effet d'écran, on remplace la constante électrique par la constante électrique du semi-conducteur et nous avons un potentiel type colombien de la forme moins E2 sur epsilon infini R, sauf que ici, la constante électrique epsilon il tient compte du semi-conducteur. Et E2, c'est le Q2 sur 4pi epsilon 0. D'accord? Alors, dans tout ce cours, et pour cette année, et pour l'année prochaine, nous allons beaucoup travailler pour deux types de porteurs de charge. On va se focaliser, se restreindre uniquement pour les électrons d'honneur et les électrons de bande. Donc, il y a deux types de porteurs de charge. Électrons de bande de conduction. Il n'y a pas de potentiel coulombien. D'accord? Et les électrons liés au donneur. Dans l'hamiltonien, on va rajouter ici un terme VI de R qui tient compte du potentiel coulombien. Donc, voici ça, il faut le retenir une fois pour toutes. Donc, quand on va parler des nanomatériaux, différents types de nanostructures, dont le massif, etc., les propriétés optiques, on va parler toujours des électrons libres, ou bien électrons de bande, band électron, avec AND, band, ou bien bound, B-O-U-N-D, bound électron, ça veut dire lié. Donc, deux types de porteurs de charge qui nous intéressent. Alors, si je reviens d'une manière très succincte à la théorie hydrogénoïde de masse effective, hydrogénique théorie, mass effective théorie, hydrogénique effective mass théorie, in English, ok, vous avez P2 sur 2m0 potentiel cristallin, potentiel de l'impureté, on vient de voir le modèle colombien, fois une fonction d'onde psi de R égale à E, psi fois psi de la bande nue de R. D'accord? Alors si je prends une impureté peu profonde, shallow impurity, donc peu profonde, ce V de R, c'est une perturbation. Ce potentiel colombien, il va être traité comme une perturbation. On connaît les solutions, on l'a vu lorsqu'on a parlé de l'approximation de masse effective, on connaît les solutions de ce problème-là, de l'hamiltonien principal, c'est ce qu'on appelle les fonctions de Bloch, partie périodique fois une onde plane. Donc on espère que les solutions psi ne sont pas très loin de ces solutions en fonction de Bloch, et on va les développer. Donc on suppose que ces fonctions de Bloch forment une base orthonormée complète. Donc, on peut les développer psi sur ces fonctions de Bloch avec ici, c'est un facteur de pondération ou bien une fonction grand F. D'accord? Fonction enveloppe. Donc, si j'injecte cette sommation ici dans l'équation de Schrödinger et en multipliant par le conjugué de la partie ici de la fonction de Bloch, phi k'. Donc ça, c'est la sommation sur K'N', c'est la fonction d'onde, et on multiplie par ça c'est le ket, par le bras, phi Kn. Donc on obtient une nouvelle équation, d'accord? Cet élément de matrice, la valeur moyenne du potentiel coulombien sur les états phi Kn, phi K'N', il peut être écrit sous cette forme-là. Donc regardez, si vous avez le Kittel, mais pas le premier Kittel, le deuxième, théorie quantique du solide, pour comprendre un peu ce développement sur le réseau réciproque. Donc ça, c'est un développement, ce produit de fonction périodique, il peut s'écrire sous forme, en utilisant le réseau réciproque, sous cette forme-là. Donc voici la nouvelle forme de l'élément de matrice qui peut s'écrire ceci, avec VI K moins K' moins G, c'est tout simplement le transfert de Fourier de VI de R. Ça, c'est l'espace direct, ça, c'est l'espace réciproque. Alors, voici la nouvelle équation, dans les hypothèses suivantes. On suppose que nous avons une seule bande, c'est-à-dire la bande de conduction dans l'extrémum K égale 0. Ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que la bande de valence est très éloignée.
Donc cette hypothèse, elle est valable pour les larges gaps. Potentiel de type hydrogénoïde, on a vu cette hypothèse, avec la constante epsilon, c'est la constante diélectrique du semi-conducteur, sur laquelle on va revenir en détail, parce que c'est beaucoup compliqué, la constante diélectrique, et une masse isotrope. Alors ici, cette équation-là peut se réécrire sous cette forme-là. C'est tout simplement l'équation de Schrödinger écrite dans le réseau réciproque. Donc une technique de calcul de la résolution de l'équation de Schrödinger en mécanique quantique, on peut faire le transformé de Fourier, utiliser le transformé de Fourier pour travailler dans le réseau réciproque, trouver les solutions et revenir en appliquant ce qu'on appelle le transformé de Fourier inverse, TF-1. Alors le TF-1 de cette équation, c'est tout simplement, c'est très similaire avec l'équation de Schrödinger de l'atome d'hydrogène. Donc cette équation-là, ça ressemble presque identique à l'équation de Schrödinger de l'atome d'hydrogène que nous avons déjà traité en mécanique quantique et dont on connaît les solutions. Sauf que, donc ici vous avez un Rydberg effectif qui est m étoile E4 sur 2 epsilon infini au carré h bar carré, et vous avez un rayon de bord effectif. Donc si vous revenez ici sur ce Rydberg effectif, c'est le même que l'atome d'hydrogène, sauf qu'on remplace la masse par la masse effective et la constante ici diélectrique par la constante diélectrique du semi-conducteur. Donc ici, quand on regarde ceci, ces deux grandeurs-là, ils dépendent uniquement du semi-conducteur, mais ils ne dépendent pas de la nature chimique de l'impureté. Donc on va retrouver, quand on va doper les silicium par un élément de la colonne 5, que ce soit le phosphore, l'arsenic ou l'antimoine, on va trouver la même énergie d'ionisation, ce qui est aberrant. Donc ça, c'est les limites de l'approximation de la masse effective, parce qu'ils ne permettent pas de rendre compte de la nature chimique de l'impureté. C'est ce qu'on va voir, comment remédier un petit peu à ceci dans la suite. Donc ça, c'est la justification théorique de la théorie hydrogénique masse effective théorie. Donc théorie de hydrogénoïde de la masse effective. Donc ça, c'est la justification en mécanique quantique. D'accord? Et application, comparaison avec l'expérience. Si je prends les deux semi-conducteurs covalents, silicium, germanium, et que je dope par différentes impuretés, l'antimoine, le phosphore, l'arsenic, d'accord? Ça, c'est les éléments, donc ici, que l'antimoine, l'arsenic, le phosphore, mais ils sont différents, ils contiennent davantage d'électrons et de protons, d'accord? Donc, on trouve que l'application, ici, la théorie de masse effective, il me donne 9,80 milliélectronvolts pour le germanium, parce que nous avons vu, ça dépend uniquement du semi-conducteur. Par exemple, pour le germanium, j'ai 15,3 pour la constante électrique, donc la masse effective. Le silicium, j'ai ici une constante de 11,42, et je trouve 31,08. Par contre, expérimentalement, je trouve des valeurs qui sont différentes. Donc cette valeur-là, elle n'est pas très mauvaise. Donc ça donne une idée un petit peu théoriquement de ces valeurs-là. Donc elle est déjà très proche de 10, le 9,8 c'est proche de 10, etc. Et ça donne, l'écart ici, il est mesuré ici, par exemple ici 0,5, 3, 4 milliélectronvolts. D'accord? Donc ici, l'énergie d'ionisation dépend de la nature chimique du semi-conducteur, mais pas celle de la pureté. Donc ici, on peut soit faire des calculs de structure de bande très compliqués, etc., ou bien on peut faire des approximations. C'est ce que nous allons proposer dans la suite. Donc le modèle ici, le modèle qu'on propose ici, qu'on appelle la correction de cellule centrale, d'accord? Donc, au lieu de prendre le potentiel coulombien moins E2 sur epsilon infini fois R, epsilon infini c'est la constante diélectrique qui est un facteur d'écran qui tient compte du semi-conducteur, on va remplacer cet epsilon infini par une constante diélectrique qui tient compte de la relaxation de la densité de charge autour de l'impureté. Donc on a des courbes dans la littérature qui nous donnent la constante diélectrique epsilon en fonction du vecteur d'onde Q. D'accord? C'est des courbes théoriques en fonction de Q pour ZNS par exemple et pour INAS, deux semi-conducteurs que nous avons vus, 2,6 et 3,5, dans la direction de symétrie 1,1,1, 2,0,0, 2,2,0. Et ces courbes-là, c'est des calculs théoriques exacts avec les structures de bande. Nous, on propose de les fitter, de faire un ajustage. On propose, vu la forme de ces courbes, une forme analytique de type
lorenzien. Donc on écrit que 1 sur epsilon infini de Q est égal à 1 sur epsilon infini, 1 plus A Q2 sur B plus Q2. Avec A et B, c'est deux paramètres qu'on va fitter en ajustant cette courbe-là avec la courbe ici théorique. Donc par exemple ici, on peut déjà remarquer que les limites de epsilon infini de Q, lorsque Q tend vers 0, ici on obtient epsilon infini, qu'on trouve dans la littérature. Lorsque Q tend vers l'infini, c'est égal à 1. Alors on peut améliorer ce modèle ici en posant B égale K au carré. Donc puisque B est positif, on va prendre B égale K au carré, on obtient cette formule-là. Ça, c'est l'équation de dispersion de epsilon infini en fonction du vecteur d'onde Q, qui est donnée par cette forme-là, et qui contient uniquement un terme qu'on va fitter, qui est le K au carré. Ce K, il est fixé pour chaque semi-conducteur. Ici, en prenant ces calculs-là comme des mesures expérimentales. C'est comparer cette courbe-là, on va l'ajuster avec, donc il y a des théories de moindre carré, méthode de moindre carré, et que ça, il y a des logiciels pour minimiser, prendre un certain nombre de points, 20, 30 points, et trouver le cas. Ça, la transfert de Fourier inverse, transfert de Fourier de cette constante-là, donc V de R est donné par moins 4 pi E2 dQ exponentielle UKR sur epsilon infini de Q fois Q2. Donc, un petit calcul ici, très intéressant, on trouve la nouvelle formule de la constante électrique, du potentiel électrostatique. Donc, au lieu de prendre cette formule moins E2 sur epsilon infini fois R, on va prendre moins E2 sur epsilon infini fois R, facteur de 1 plus epsilon infini moins 1, exponentielle moins KR. Ce K, c'est un paramètre de Fitt qui va être fixé pour chaque semi-conducteur. D'accord? Alors, une deuxième correction pour tenir compte de la différence entre l'ion de l'impureté et celui qu'il remplace. Il y a plusieurs propositions dans la littérature. Dans nos travaux de recherche avec mes étudiants, on prend cette formule-là, delta sur 2R exponentiellement delta R, qui est justifiée par des raisonnements physiques, ici. Donc finalement, le potentiel total ressenti par l'électron donneur, ce n'est pas moins E2 sur epsilon infini fois R, mais c'est moins E2 sur epsilon fois R, 1 plus epsilon infini moins 1 exponentielle moins KR, plus ce terme-là, d'accord? Delta sur 2R exponentielle moins delta R. Donc ça, c'est une nouvelle correction. Donc finalement, vous avez ici deux paramètres. Le premier, il est fixé pour chaque semi-conducteur. Le deuxième, on calcule l'énergie. Ici, VI, psi, VI qui est la valeur moyenne de VI entre psi dans l'état psi, divisé par psi, ce n'est pas normé, et on minimise de telle manière que l'énergie obtenue pour l'état fondamental coïncide exactement avec l'énergie mesurée expérimentalement. Donc, K fixé pour chaque type de semi-conducteur en ajustant la formule analytique de epsilon de Q avec les calculs numériques qui existent dans la littérature, et delta, il est fixé en exigeant que EI théorique est égal à EI expérimental pour chaque impureté. Donc, voici par exemple pour l'exemple que nous avons donné ici, dans ce tableau-là, pour le germanium et le silicium, d'accord, ou bien d'autres semi-conducteurs. Donc, énergie du niveau fondamental de quelque impureté dans le ZNSE, le paramètre delta est le paramètre variationnel qui permet de tenir compte de la correction de celui central. Donc delta ici fixé pour chaque impureté et on peut trouver l'énergie et le rayon de bord. La même chose ici pour GAP, nous avons delta qui est fixé pour chaque semi-conducteur en exigeant que l'énergie calculée coïncide avec l'énergie expérimentale. Donc récapitulant, donc pour les impuretés qui nous intéressent ici, peu profondes, nous avons caractérisé cet état-là par des états de type hydrogénoïde et on va ici améliorer pour tenir compte de l'hamiltonien d'autres corrections dans l'avenir. Et pour les électrons de bande de conduction et pour les électrons liés au donneur. Donc maintenant, nous allons parler des excitants. Donc si on n'a pas dans le gap des états liés, lorsque un photon arrive, il peut être absorbé par le semi-conducteur à condition que l'énergie du photon ait une énergie qui est plus grande que l'énergie du gap. Donc lorsque nous avons un semi-conducteur par définition, c'est une bande de valence entièrement remplie, une bande de conduction entièrement vide. Donc lorsque l'électron il passe de la bande de conduction, de la bande de valence vers la bande de conduction, il laisse derrière lui un trou.
Donc le transport dans le semi-conducteur, il est assuré par deux types de porteurs de charge qui sont les électrons et les trous. Mais comme on vient de voir, de nouveau ici, ces particules-là, l'électron et le trou, ça c'est une charge positive et ça c'est une charge négative. Ils vont rester liés. Nous avons une quasi-particule qu'on appelle l'excitant. Donc il va apparaître également lorsqu'il n'y a pas des états. Ça, ces états excitoniques, ils sont observés pour les semi-conducteurs purs, d'accord? Et leur durée de vie, elle est très courte. L'absorption, d'accord? Voici par exemple les différents états excitoniques qu'on observe dans le gap, bande interdite, bande de conduction, bande de valence, et ici les états excitoniques, modèle ici un parabolique, modèle des bandes plates, ça c'est des schémas, et vous avez les niveaux excitoniques ici que nous allons essayer de modéliser pour expliquer un peu plus loin. Donc on distingue deux sortes d'excitants, l'excitant de Wannier et l'excitant de Frankel, qui peuvent apparaître dans des semi-conducteurs faiblement dopés et les isolants, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'impuretés, et la durée de vie de ces excitants est de l'ordre de nanosecondes. Donc ils sont très faibles, ils peuvent se créer, et on peut avoir le phénomène de recombinaison, ils peuvent disparaître. Par contre, dans les nanomatériaux, comme nous allons voir l'année prochaine, Inch'Allah, donc c'est les effets de confinement, les énergies de liaison des excitants vont devenir très importants, et on peut les observer à température ambiante, contrairement dans le massif, il faut travailler à très basse température de l'hélium, de l'azote liquide, pour avoir des excitants qui sont stables. Donc voici le modèle de l'excitant de Wannier. On considère la liaison entre un électron de la bande de conduction et un trou de la bande de valence, et on prend un modèle de potentiel qui ici de la même forme ici, moins E2 sur epsilon fois R. Epsilon, c'est la constante d'électricité du semi-conducteur. Donc pour simplifier, on prend un système de deux particules. Donc rappelez-vous ce que nous avons dit pour les impuretés, l'ion qui a une masse infinie, très grande, et l'électron. Ici, vous avez deux particules qui ont des masses différentes, le trou et l'électron. Donc vous avez l'énergie cinétique de l'électron, l'énergie cinétique du trou, et l'interaction colombien électron-trou. Donc c'est un système de deux particules, c'est comme l'atome d'hydrogène ici, mais la masse du proton, il est 2000 fois que la masse d'électron, et nous avons supposé que dans l'atome d'hydrogène, le proton, il a une masse infinie, il ne bouge pas. Donc, si je prends ce modèle-là, on reprend le calcul comme et pour l'atome d'hydrogène et pour les états d'impureté. Ici, l'équation de Schrödinger, on va travailler changement ici de coordonnées. On va travailler avec les coordonnées relatives. Ça, c'est le R, le rayon de centre de masse. K égale KE moins KH. Donc, électron, hole. Donc, ici, quand on parle électron, hole, en anglais, ça veut dire trou. Donc, vous avez ici R égale RE moins RH, et K qui est donné par ce MEKE, MHKH sur ME, MH, c'est des masses effectives. Donc on obtient un nouveau hamiltonien. Donc ça c'est l'hamiltonien de centre de masse, ça c'est l'hamiltonien relatif, petit k et grand K. Donc c'est comme l'atome d'hydrogène, mais il faut faire attention ici, donc il faut faire très attention pour le théorème de centre de masse, par exemple dans les nanomatériaux, là ça marche encore pour le massif. Pour les nanomatériaux, il faut faire attention parce que les deux particules peuvent bouger. Donc on obtient ici un mouvement relatif, comme l'atome d'hydrogène, qui est donné par ceci, avec la masse effective relative, qui est donnée par la masse effective de l'électron, plus 1 sur la masse effective du trou. Ça, c'est la masse réduite, qui est la masse effective relative de l'excitant. Donc on obtient une équation relative, comme l'atome d'hydrogène. La solution générale, les parties de cellules périodiques, on obtient, ça c'est le centre de masse, ça c'est pour l'électron, ça c'est pour le trou, et ça c'est la fonction qui est solution de l'équation relative. Donc on obtient des énergies de l'excitant qui sont données par, ça c'est h bar carré sur 2, ça c'est le centre de masse, d'accord? Par analogie avec l'hydrogène, on obtient les En, c'est moins, ça c'est les énergies En de l'excitant, c'est le Rydberg excitonique, 1 sur n carré. Donc de nouveau ici, on remplace epsilon par la constante d'électricité du semi-conducteur et la masse effective par la masse effective relative des deux particules. D'accord? Voici, par exemple, les solutions de cette équation dans l'état fondamental, comme on a vu pour l'atome d'hydrogène. Donc on obtient une équation, une fonction d'onde de type hydrogénoïde, par exemple pour l'état fondamental, et ça c'est les états excitoniques pour n égale à 1, l'état fondamental de l'excitant, et on obtient juste en dessous de gap des états excitoniques qui sont représentés ici. D'accord? Donc déjà ici, pour le massif, c'est très difficile
d'observer déjà n égale 1. Alors pour les n, les autres transitions n égale 2, excitées, etc., on ne les observe pas, ils sont très difficiles. Par contre, pour les nanomatériaux, comme nous allons le voir, on peut les observer très très bien. Alors maintenant, on va terminer ici pour parler des complexes excitoniques. Donc c'est l'association des excitons avec des donneurs. Donc soit, par exemple, vous avez un donneur neutre plus moins, avec un excitant moins plus, d'accord? Donc là, le plus, il faut le retourner, comme ça les pôles ils vont s'attirer. Le plus s'attire avec le moins. Excitant accepteur neutre avec le moins plus qui vont s'attirer. Les molécules, c'est la liaison de deux excitants, ce qu'on appelle le bi-excitant, en molécule excitonique, X2. Donc il y a des calculs théoriques ici qu'on peut faire pour caractériser ces complexes, pour trouver les énergies de l'état fondamental et de l'état excité. Ça, c'est un exemple de la transmission pour un spectre de photoluminescence de ce complexe, l'oxyde de cuivre. D'accord? Et ici, on observe différentes transitions à très basse température, ici, on a ces là. Il y a d'autres complexes ici, comme le trion excitonique, d'accord? X- qui est donné par une molécule, par exemple, ionisée. Donc, vous avez plus, moins, donc il a perdu une charge positive. Ou bien X2+, donc c'est une molécule qui a ici perdu un électron. Donc ici, vous avez ces trions excitoniques. Il y a des spécialistes qui ont travaillé pendant plusieurs années durant toute leur vie pour caractériser, par exemple, ces trions et également pour les expliquer et essayer de les observer expérimentalement. Paire donneur-accepteur, d'accord? C'est une transition, donc si on peut avoir les deux types de dopage, donneur-accepteur, et cette paire-là, ils peuvent ici, donc nous avons vu comment créer ces porteurs de charge par absorption de photons, qui peut être la lumière, du soleil par exemple, mais il y a des phénomènes de recombinaison. Là aussi, les donneurs-accepteurs peuvent se recombiner avec émission de photons. Donc il y a d'autres types de particules qu'on appelle par exemple le polariton. C'est l'interaction entre une onde électromagnétique et un excitant. Il y a les complexes photons-excitants, interaction entre photons et phonons. Donc on va revenir sur les phonons dans les chapitres suivants. Interaction entre phonons et le plasmon, excitation collective des porteurs de charge. Donc ça, c'est les différents complexes qu'on peut avoir dans le semi-conducteur, qu'on peut calculer théoriquement et qu'on peut espérer aussi les observer expérimentalement. Et il est beaucoup plus facile de les observer ici dans les nanomatériaux. Donc vous avez ici par exemple les différentes situations qu'on peut rencontrer. Lorsque j'ai une impureté peu profonde ou bien profonde, ici on peut avoir capture d'électrons. Donc pour mesurer ceci, il y a une formule et des mesures expérimentales qu'on appelle les sections efficaces de capture. On peut avoir émission, d'accord, d'un électron de l'état d'impureté vers la bande de conduction. Donc ici, avec l'absorption d'un photon, ce qu'on appelle les sections efficaces de photoionisation, l'impureté est ionisée. La même chose pour du côté accepteur. Et on peut avoir aussi un mélange, par exemple 1 plus 3, recombinaison indirecte, 1 plus 3. Ils peuvent se rencontrer tous les deux ici. Ou bien 1 plus 2, donc ici piégeage d'électrons. Donc ici l'électron il est piégé, puis il est réémis, et il y a piégeage des trous. Alors pour terminer ce chapitre, nous allons parler très rapidement sur l'effet d'un champ magnétique, donc je vous invite à consulter le Current Analogy. C'est un bon exercice de mécanique quantique sur le niveau de l'onde. Donc si vous prenez la bande de conduction, un semi-conducteur, et vous le plongez dans un champ magnétique, ces différents états que nous avons traités ici, à savoir les électrons liés au donneur. Donc rappelez-vous, chaque fois je vais parler de la bande de conduction et des électrons liés à des impuretés, les deux. Si je plonge maintenant ce système-là dans un champ magnétique, donc il va y avoir ici, d'abord, ici, si j'écris le vecteur d'onde K, H bar K2 sur 2M, la masse effective, on remplace le vecteur d'onde K par ceci, moins I nabla, E sur H bar, c'est A0. A0, c'est B égale ρ de A, avec B0 suivant Z, par exemple ici. Donc, il y a ici, et si je tiens compte du spin, on a ici la matrice de Pauli, 1 demi G0 mu B, B0 sigma. Nous avons vu
comment calculer ce facteur de Landé pour un électron libre. Et nous avons évalué ceci pour la magnétorésistance géante. Donc, ça, c'est un problème qui est exactement solvable en mécanique quantique. On peut trouver exactement les solutions. Donc, je vous invite à regarder le livre de Cohen-Tannogy, ou bien il y a le livre de Landau et les psyches qui coûtent 20-30 dirhams, et Landau, c'est eux qui ont fait les calculs des prix Nobel russes. C'est les premiers qui ont fait ces calculs. Donc, on trouve les énergies, c'est H bar oméga C, H bar E B0 sur M étoile C, N plus 1,5, c'est l'oscillateur harmonique, plus 1,5 G0 mu B0, plus ou moins 1, suivant la nature du spin. Et ça, c'est l'énergie libre suivant l'axe zeta, qui est l'axe du champ magnétique. Donc, chaque niveau ici, il va être divisé en deux. Ça, c'est le niveau de l'onde de plus basse énergie. N égale 0, N égale 1, N égale 2. Si je tiens compte du spin, on va avoir spin up et spin down. Donc, par exemple, ici, on peut observer même ces transitions qu'on appelle les transitions avec renversement de spin. Ça, c'est la bande de conduction. Le niveau de Landau, c'est la solution exacte de l'électron de la bande de conduction qu'on peut trouver exactement. Donc ça, c'est un joli exercice de mécanique quantique qui est très facile et je vous invite à bien étudier cet exercice-là et parce qu'il est très appliqué en physique du solide aussi. Donc si vous faites maintenant, si vous rajoutez à cet hamiltonien-là le potentiel coulombien, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Donc vous avez par exemple ici l'atome d'hydrogène, d'accord? L'atome d'hydrogène, c'est Laplacien moins 2 sur R. Donc ça, c'est en unité atomique effective. L'unité d'énergie, c'est le Rydberg effective. L'unité de longueur, c'est le rayon de bord effective. Vous voyez comment il s'écrit l'hamiltonien d'une manière très jolie. Donc je vous invite à reprendre ce calcul-là pour essayer de retrouver écrit de cette manière. Avec gamma, c'est un facteur diamagnétique, para et diamagnétique. Donc ça, c'est proportionnel au champ magnétique, d'accord? Et ça, c'est proportionnel au champ magnétique au carré. Gamma, c'est H bar oméga C sur 2 fois le Rydberg. Donc, il est proportionnel à mu B M0 sur M étoile, B0 sur le Rydberg effectif. Donc, gamma, elle est proportionnelle à B0, epsilon l'infini au carré sur M étoile au carré. Donc, ce gamma-là, contrairement à ce problème-là de le comportement d'un donneur dans un champ magnétique, il intéresse les gens de la physique du solide, mais aussi, il intéresse les gens qui font de l'astrophysique et tout ça. Et ça, c'est un problème que vous connaissez déjà, mais il n'y a pas de solution exacte en mécanique quantique. Donc, je vous étonne, mais ce problème très simple de mécanique quantique, il n'y a pas de solution exacte. On ne connaît pas, malgré l'avancement des... Il y a des solutions numériques sur ordinateur, mais on ne connaît pas de fonction d'onde analytique. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire dans ce cours, c'est de trouver une solution analytique. Donc, par exemple, si je prends gamma très négligeable devant 1, d'accord, ou bien gamma égale 0, nous avons l'atome d'hydrogène. C'est très simple. Ça, c'est la solution. C'est exponentiellement R sur A. Donc, ça intéresse uniquement à l'état fondamental. Si gamma est très grand, nous avons ce qu'on appelle la fonction d'onde de Yaffe. Yaffe, K and Adams. Donc, vous voyez, c'est très récent, 1956. Ça marche à champ fort. Donc, on a type hydrogénoïde à champ faible, fonction type oscillateur, ou bien Yaffe, K and Adams à champ fort, mais à tout champ, il n'y a pas de solution. Donc, je vous donne ici un tableau qui résume les différentes fonctions d'onde proposées dans la littérature. Hydrogénoïde, cylindrique, c'est la même chose que hydrogénoïde, sauf qu'il y a de rayons, type oscillateur ou bien Yaffe, etc. Donc, il y a différentes solutions et différentes propositions. Donc, voilà, je vous remercie pour vos efforts et je vous souhaite plein succès et restez chez vous pendant cette période de confinement. Donc, la fois prochaine, je vais vous envoyer une bibliothèque numérique si vous voulez faire un peu de documentation et de bibliographie. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, je vous remercie et restons en contact si vous avez besoin d'autres informations.